Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le Rwanda a bel et bien fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport d'experts de l'ONU. Fidèle à sa ligne de défense, Kigali nie ces allégations. On ne soutient pas le M23, on n'en a pas besoin. Quelle saveur aura la fête de Noël cette année? Contexte économique mondial oblige, les choses s'annoncent un peu difficiles. Nous le verrons à Lomé au Togo où la ferveur de la célébration ne sera pas au rendez-vous. L'histoire et la mémoire des tirailleurs sur le grand écran, ça se passe cette fois-ci à Dakar au Sénégal où le film Tirailleurs, coproduit par Omar Sy, a été présenté au public. Roger Moutou nous en dira davantage dans Culture Hebdo. Le Rwanda est accusé dans un nouveau rapport des Nations Unies d'avoir mené des opérations militaires dans l'est de la RDC et d'avoir fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23. Dans ce rapport, non encore publié, mais consulté jeudi par la presse, des experts mandatés par l'ONU affirment avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces de défense rwandaises sur le territoire de la RDC, au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. Le Rwanda a une nouvelle fois nié tout soutien au M23 malgré les accusations aussi bien de la communauté internationale, de la RDC et de ce groupe d'experts de l'ONU. Suivons Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement rwandais. Pourquoi est-ce que le Rwanda devrait soutenir le M23 ? Le Rwanda est capable d'assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de son peuple. On n'a pas besoin d'un groupe armé pour pouvoir aider le Rwanda. On ne soutient pas le M23, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on parle de la sécurité du Rwanda qui est menacée par certains groupes armés à l'est du Congo. Va-t-on vers une résolution de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, née de la détention de 49 soldats ivoiriens au Mali depuis juillet? C'est en tout cas ce que croit le ministre ivoirien de la Défense après la visite d'une délégation officielle à Bamako. Sur Twitter, le ministre malien des Affaires étrangères a annoncé que le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé jeudi, sous l'égide de la médiation togolaise, un mémorandum sur la promotion de la paix et le renforcement des relations de fraternité et de bon voisinage, permettant de rétablir la confiance et de traiter tous les sujets d'intérêt commun. Toujours sur cette même plateforme, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a félicité le Mali et la Côte d'Ivoire pour les engagements souscrits, sans dire lesquels, ce vendredi en tout cas. L'optimisme semblait de mise dans les médias en ligne maliens et ivoiriens. Autre actualité, le Burkina Faso a décidé vendredi de déclarer persona non grata Barbara Manzi, la coordinatrice de l'ONU dans le pays. Madame Manzi, une Italienne, a été priée de quitter le pays à partir de ce vendredi, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Selon aux diplomates burkinabés contactés par VOA Bambara, le Burkina Faso lui reproche d'avoir récemment décidé de retirer les membres des familles des travailleurs de l'ONU dans le pays en raison de la détérioration sans précédent de la situation sécuritaire au Burkina. Cette information a été confirmée par la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rumba, qui souligne dans une interview à la radio nationale avoir reçu une note de Madame Barbara qui fait état de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies de Ouagadougou pour des raisons de sécurité.
Pendant ce temps, au Togo, le président Faure Gnassingbé a limogé la ministre des Armées et nommé un nouveau chef d'état-major dans le cadre d'un important remaniement à la tête de l'armée selon plusieurs décrets présidentiels lus ce soir, ou plutôt lus jeudi soir à la télévision d'État. Le ministère des Armées sera désormais directement rattaché à la présidence sous les ordres de M. Gnassingbé. Et comme ce fut le cas de 2007 à 2020, ajoute un autre décret. Les décrets ne précisent pas les raisons de ce large remaniement qui survient au moment où le Togo est confronté à la menace croissante de groupes djihadistes. Depuis novembre 2021, le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 meurtrières dans l'extrême nord du pays, en proie à des incursions des combattants djihadistes présents de l'autre côté de sa frontière au Burkina Faso. Puisqu'on parle du Togo, restons-y. On a tous ou presque déjà la tête aux fêtes de fin d'année. On le sait, à Noël comme pendant le Nouvel An, les familles se retrouvent pour communier autour des valeurs de partage, de dons de soi, et ceci dans une ambiance de retrouvailles conviviales. Mais au Togo donc, cette année, les fêtes n'auront peut-être pas la même saveur que les précédentes. En cause, le contexte économique mondial difficile qui n'épargne pas le pays. Voyons cela dans ce reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé. De la bonne ambiance, des jeux de tout genre. Ici, au village du Père Noël, en plein cœur de Lomé, la capitale togolaise, les couleurs des fêtes s'annoncent pour le plaisir des enfants. Pour moi, Noël, c'est tous les jours. C'est pas seulement le 25 décembre, mais c'est tous les jours qu'il faut partager cet esprit qu'il y a derrière Noël. Il s'agit des valeurs qui accompagnent cette fête. Nous voulons parler de l'amour en premier, qui est la base de tout en fait. Le don de soi, la disponibilité pour chacun, le service pour chacun et tout. En fait, c'est toutes ces valeurs-là que nous voulons rehausser derrière cette fête. En ce temps festif, l'attention sera mise sur le partage et la communion autour de repas en famille ou entre amis ou encore des échanges de cadeaux. La période des fêtes est surtout un moment de retrouvailles et de réjouissance, de joie et de convivialité à laquelle beaucoup de Togolais ne dérogent pas. Les fêtes de fin d'année, c'est une période que j'aime beaucoup. Les cadeaux qu'on m'offre, les sorties, les petites attentions. Les fêtes se préparent clopin, je peux le dire. Mais tout va de bon train. Puisque l'essentiel, ce n'est pas la veille de la fête qu'on doit tout préparer. Donc on attendait toujours les fêtes, comme d'habitude. Donc on s'est préparé d'avance. Cependant, la ferveur que la célébration des fêtes de fin d'année entraîne souvent dans la capitale n'est pas vraiment au rendez-vous cette année. Même si on peut voir ça et là des décorations qui illuminent la ville, les préparatifs sont quelque peu timides dans les rues et surtout dans les ménages à revenus modestes. En cause, la hausse des prix des produits de consommation qui ont doublé, voire triplé sur le marché. À la sortie du Covid, avec la crise ukrainienne et la hausse des prix, etc. Donc ça fait qu'effectivement, ça se ressent sur le pouvoir d'achat. Et ce n'est pas du tout facile. Donc je pense qu'en tant que parent, on fait un effort spécial pour quand même préserver le minimum. Parce que on se serre la ceinture, comme on le dit, pour que les enfants ressentent de la joie. C'est à nous les parents quand même, quelle que soit la situation, d'avoir un peu de hauteur, se sacrifier encore plus pour quand même faire des cadeaux et puis meubler la fête. Avec un taux d'inflation qui a atteint 7,2% en octobre dernier, la cherté de la vie rend la célébration des fêtes quelque peu difficile pour beaucoup de Togolais. Cependant, les festivités auront bel et bien lieu, peut-être pas avec le même engouement, néanmoins avec la joie d'accueillir une nouvelle année. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
On pense à la fête aux États-Unis, bien sûr aussi, mais surtout à la politique, alors que 2 des candidats les plus âgés des États-Unis s'apprêtent à briguer la présidence en 2024. Les Américains se demandent de plus en plus quel âge est trop vieux pour diriger le pays où l'âge moyen des habitants est de 30 ans. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, examine le sujet. C'est un récit signé Gaby Dorsil. En politique, l'âge est bien plus qu'un chiffre. C'est un sujet de discussion. Prenez la récente réponse du président Joe Biden à une question sur son aptitude à exercer ses fonctions. Blague à part, Biden a 80 ans. Cela fait de lui l'un des dirigeants démocratiquement élus les plus âgés du monde. Je me sens en pleine forme, rien n'a changé. Nous sommes en bonne forme et donc, vous savez, j'ai hâte de fêter mon 58e anniversaire. Son plus grand rival, l'ancien président Donald J. Trump, a 76 ans. Et jusqu'au mois prochain, le 3e poste électif le plus important est occupé par Nancy Pelosi, 82 ans. Elle a annoncé qu'elle va quitter son rôle de présidente de la Chambre. Je ne chercherai pas à être réélue à la tête du Parti démocrate lors du prochain congrès. Pour moi, l'heure est venue pour une nouvelle génération de diriger le caucus démocrate que je respecte si profondément. Et je suis reconnaissante que tant de personnes soient prêtes et désireuses d'assumer cette énorme responsabilité. Les historiens disent que l'âge a longtemps été utilisé comme une matraque dans la politique américaine, une arme brandie par tous les camps pour remettre en question la capacité des adversaires à relever les défis d'un travail exigeant. La question la plus importante, selon les experts, est l'effet des dirigeants plus âgés sur la continuité politique. Le problème des dirigeants qui s'accrochent si longtemps et qu'ils ont tendance à ne pas préparer des successeurs efficaces d'âge moyen, car si ces successeurs étaient là, puissants et au pouvoir, ils remplaceraient ceux qui les ont précédés. Nous allons donc voir un saut de ceux qui ont 70 ans à ceux qui ont 40 ans dans beaucoup de nos partis. Certains de ces candidats plus âgés disent être encore en pleine forme. Les partisans de Donald Trump disent qu'il est apte et que c'est Biden qui est fragile. Vous avez besoin de la sagesse de quelqu'un qui a fait le tour du quartier plusieurs fois. Et donc, si vous avez besoin de la jeunesse physique que Donald Trump a, vous avez également besoin de sa sagesse. Selon lui, il y a beaucoup de personnes de plus de 80 ans et même de plus de 90 ans qui sont aussi bonnes et futées que jamais. Biden n'en fait pas partie, dit-il, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec son âge. En réalité, la vie commence à 80 ans. Donald Trump, lui, estime plutôt que l'âge est un état d'esprit. En réalité, l'Américain moyen vit jusqu'à un peu plus de 76 ans, selon les centres de prévention et contrôle des maladies. L'un des défis de Biden est qu'étant donné qu'il est beaucoup plus âgé que l'électeur démocrate moyen, il a parfois du mal à susciter l'enthousiasme. Nous avons effectivement vu plus de jeunes voter lors de cette élection de mi-mandat, mais il ne semble pas qu'ils aient voté comme de grands fans de Joe Biden. Une autre réalité de la présidence américaine, c'est qu'elle vous fait vieillir très rapidement. Pour exemple, Barack Obama et Bill Clinton, à leur arrivée à la présidence, ils avaient les cheveux noirs. Mais 8 ans après, ils ont quitté avec des cheveux blancs ou même avec un début de calvitie. Tout comme l'âge, l'immigration est un sujet de débat lors des présidentielles ici aux États-Unis. L'incertitude concernant la crise des migrants à la frontière sud des États-Unis continue, elle, de croître alors que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, déploie la garde nationale le long d'un tronçon clé du Rio Grande. César Contreras s'est rendu à El Paso, au Texas. Dilidico raconte. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déployé plus de 500 soldats de la garde nationale ainsi que des policiers de l'État et des agents de la patrouille frontalière le long des rives du Rio Grande dans une section clé de la frontière appelée Chihuahuita, une zone située entre El Paso au Texas et Ciudad Juárez, la ville mexicaine située de l'autre côté de la frontière. Les troupes ont installé des fils barbelés le long de la rivière pour empêcher les migrants d'entrer aux États-Unis par des points non autorisés. Mais comme la mesure fédérale appelée Title 42
titre 42, est toujours en vigueur, permettant donc l'expulsion immédiate de la plupart des immigrants. Les points d'entrée autorisés sont également fermés. Et en même temps, les organisations à but non lucratif disent qu'elles n'ont pas assez de place dans leur refuge pour héberger les migrants qui sont déjà entrés dans le pays près d'El Paso. Nous avons dû utiliser la librairie, dégager les couloirs de notre église afin de pouvoir fournir des abris, en particulier avec les conditions météorologiques actuelles. Nous ne voulons pas que les gens soient à la rue, mais la demande a dépassé nos capacités. Nous avons ouvert un entrepôt de l'autre côté de la rue. Nous y déplaçons de nombreuses familles, des hommes et des femmes également. Nous essayons de leur donner le meilleur que nous pouvons avec ce que nous avons. La communauté continue d'aider en faisant des dons, tandis que les migrants continuent de chercher des abris pour faire face aux températures nocturnes glaciales de la région. Beaucoup d'entre eux disent que la surpopulation ne les dérange pas tant qu'ils ont un toit au-dessus de la tête et un endroit où ils peuvent dormir en sécurité. Oui, on doit se serrer ici. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est à la fois difficile et bien. Le destin veut qu'on s'installe et qu'on travaille ici. En tout cas, je suis le genre de personne à vouloir travailler pour faire avancer ma famille. Le gouverneur Abbott a déclaré qu'il renforcerait l'application de la loi aux frontières jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise sur le titre 42. Et tout cela arrive au moment où une tempête hivernale d'une rare intensité balaie ce vendredi les États-Unis. Des conditions glaciales et dangereuses qui désorganisaient les transports dans une grande partie du pays. À l'avant-veille de Noël, des milliers de vols sont annulés. À l'aube, ce vendredi, plus de 240 millions de personnes aux États-Unis, soit plus de 70% de la population, sont concernées par des alertes météo hivernales, écrit le service météorologique américain dans son bulletin de prévision nationale. Des conditions très dangereuses pour se déplacer, avertissent les autorités, alors que des millions d'Américains devaient déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année. Toujours ici aux États-Unis, Joe Biden espère que l'Amérique prenne un nouveau départ en se débarrassant, je le cite, du poison qui a infecté la vie politique et dressé les uns contre les autres. Le président américain, qui, il y a 50 ans, avait perdu sa première épouse et leur fille encore bébé dans un accident peu avant Noël, a aussi souligné que les fêtes de fin d'année pouvaient être une période de grande douleur et de terrible solitude. Mais à l'approche de Noël et alors qu'il a retrouvé un peu d'élan politique, Joe Biden, un catholique fervent, a renoué dans une courte allocution avec un registre familier, celui de l'empathie et de l'apaisement, suivant le président américain. J'espère qu'en cette période de Noël, nous prendrons quelques instants de réflexion calme, que nous trouverons cette tranquillité qui est au cœur de Noël et que nous nous regarderons vraiment les uns les autres, non pas en tant que démocrates ou républicains, non pas en tant que membres de l'équipe rouge ou de l'équipe bleue, mais comme ce que nous sommes vraiment, des concitoyens américains. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous parlerons cinéma avec la présentation à Dakar de Tirailleurs Domassi et d'autres informations bien sûr. Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, Donald Trump fera-t-il face à la justice américaine pour l'assaut meurtrier de ses partisans contre le Capitole? En tout cas, la commission parlementaire qui a enquêté depuis 18 mois sur ces violences recommande des poursuites pénales contre l'ancien président. Les chefs d'accusation recommandés sont passibles de peine de prison et d'une interdiction d'exercer toute fonction publique alors qu'il a annoncé sa candidature pour 2024. Comment ces recommandations peuvent-elles influer sur la prochaine campagne électorale et l'avenir politique de Donald Trump? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. La deuxième plus grande ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, était autrefois le centre d'une culture cinématographique
renommée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus une seule salle de cinéma en activité dans la ville, l'unique salle de ciné étant désormais privée et fermée au public. Le réalisateur Drissa Touré, qui fut l'un des cinéastes les plus en vue de la ville, espère y ramener la magie du cinéma. Il est né à Bobo-Dioulasso et a été membre du jury du premier festival du film organisé dans cette ville. Les détails avec Thierry Kaoré. Devant la salle du ciné Sayon de Bobo-Dioulasso, la rouille a fini par effacer les lettres peintes en blanc qui indiquaient les programmes de projection des films. À travers les portes vitrées et verrouillées, le producteur de films Drissa Touré jette un regard nostalgique, se souvenant de l'époque où les habitants de la capitale culturelle du pays pouvaient profiter de films venus de tout le continent et d'ailleurs. J'ai concouru à la caméra d'or. Après avoir fait mes courts-métrages, donc ce long-métrage-là a été déjà sélectionné au festival, au FESPACO d'abord, en 1994, et en 1995, c'est le festival de Cannes qui m'a invité. Et là, la lettre est venue ici. J'ai montré à ma maman. Ma maman, je l'avais déjà envoyée à la Mecque pour qu'elle perçoive la force, le bonheur que j'ai en recevant cette lettre. Je dis, maman, tu as vu, c'est comme à la Mecque. C'est la Mecque du cinéma comme ça. Les attaques terroristes dans le nord du Burkina Faso ont forcé le gouvernement à orienter les dépenses vers la sécurité, détournant au passage des fonds de son budget artistique et culturel. Le cœur brisé, mais pas découragé, M. Touré a jugé bon d'organiser un festival du film d'une semaine en début du mois de décembre qui a présenté une sélection de productions africaines dans le but de raviver l'intérêt local pour le cinéma. Ce festival, pour moi, vraiment, c'est un festival qui me donne vraiment chaud au cœur parce que voir le cinéma, où on a le festival du cinéma à Bobo-Dioulasso, ça nous permet à nous, les artistes chanteuses, de rêver un peu quand même, nous voir un peu dans un film, dans un cinéma. Dans l'histoire même du cinéma burkinabé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de grands noms quand même qui sont issus de Bobo-Dioulasso. Mais en retour, vous voyez, il n'y a pas eu ce type de festival qui a pu nous rapprocher les uns des autres. Et en même temps, ce type de festival, c'est vrai qu'il y a des rencontres, mais en même temps, c'est des moments d'échange, de partage, d'apprentissage des aînés et de la nouvelle génération aussi quelque part. Le Burkina Faso a du poids dans l'industrie cinématographique du continent avec plusieurs longs métrages qui ont reçu des prix internationaux au cours des dernières décennies. Le pays d'Afrique de l'Ouest accueille tous les 2 ans le célèbre festival panafricain du film FESPACO dans sa capitale Ouagadougou, mais ce nouveau festival a été une première pour les habitants de Bobo-Dioulasso. Il y a aussi les amoureux de Bobo-Dioulasso. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo. Un rendez-vous avec Roger Mountou. Roger, bonsoir. Bonsoir, John. Restons dans le cinéma avec la star Omar Sy qui a présenté le film Tirailleurs à Dakar. Vous l'avez dit d'ailleurs en titre, John, soirée de gala et de débat à Dakar pour la présentation du film Tirailleurs, un tapis rouge, des flashs qui crépitent, des salles pleines. Dakar a vibré pour la présentation du film Tirailleurs, un hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Omar Sy, Omar Sy, tirailleur même du film, réalisateur du film Mathieu Vadepied, raconte l'histoire du jeune Tierno recruté de force dans un petit village sénégalais par l'armée française en 1917 et de son père qui s'enrôle volontairement pour veiller sur lui dans l'horreur des tranchées. Ils furent ainsi plus de 200 000 à se battre pour la France au cours de la Grande Guerre. C'est complètement mon histoire, c'est complètement mon identité, dit Omar Sy, également un coproducteur du film. Il a invité ses amis, sa famille et l'équipe sénégalaise du long métrage. Beaucoup d'émotions, confie-t-il à l'AFP. Le tout nouveau cinéma Pathé de Dakar, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, a organisé une soirée spéciale pour l'avant-première du film au Sénégal, où il sort le 6 janvier, après sa sortie en France
France le 4. Pour tous, l'image du tirailleur est associée au manque de reconnaissance et au massacre de Tiaroy, où des dizaines de soldats africains qui s'étaient révoltés pour réclamer des arriérés de soldes furent tués par l'armée coloniale française le 1er décembre 1944, John. Et j'ai surtout vu Omar Sy qui a également présenté ce film aux jeunes étudiants, aux élèves français. Ah, okay. C'était la semaine dernière, je crois. C'était en France, ça, ou... En France, oui. Alors, Roger, à Bruxelles, l'exposition Johnny Hallyday entre dans l'intimité de l'idole des jeunes. Une légende, très jeune, sa vie ne lui appartenait plus, adulée par ses fans, adorée des médias. L'exposition consacrée à Johnny Hallyday, qui s'ouvre à Bruxelles mardi, retrace 5 ans après sa mort les moments de gloire, mais aussi les hauts et les bas de la vie du chanteur. Johnny Hallyday, dès ses débuts dans l'émission Salut les copains, à ses rêves de cinéma, en passant par son amour pour les motos et les États-Unis, l'exposition entre dans l'intimité de l'artiste avec ses reconstitutions exactes de sa chambre d'adolescent à Clichy et de son bureau dans sa villa de Marne-la-Coquette. Imaginez en forme de guitare dans laquelle les visiteurs déambulent. La visite se fait au rythme des plus grands tubes du chanteur français et au son de la voix de Jean Reno, ami proche du chanteur. Pour l'exposition, la veuve du chanteur a prêté une dizaine de costumes et de scènes ayant été portés par son compagnon de 22 ans. Pantalon patte def, paillettes, veste en cuir ou en frange, chemise dorée ou bordée d'éclairs. Johnny Hallyday était et reste une légende, explique Laetitia Hallyday, coproductrice de l'exposition qui a repris le business Johnny avec l'aide de Jean-Claude Camus, ex-producteur du chanteur. L'exposition itinérante mettra aussi ensuite le cap sur Paris en janvier 2024, puis probablement la Suisse et le Canada, qui n'est pas loin de nous ici. Peut-être qu'on pourra aller... Voilà, qui sait, mais avec ce froid, on ne sait jamais. Exactement. Merci Roger, merci, on se prend le week-end prochain. Bon week-end, Merry Christmas, Happy New Year. Same to you. Thank you. Les étudiants de l'école brésilienne du Père Noël ont reçu leur diplôme devant le stade Maracana de Rio de Janeiro avec l'espoir que le nouveau président du Brésil accordera une attente particulière aux enfants. Fondée en 1993, l'école prépare ses étudiants à un emploi de Père Noël dans les centres commerciaux ou lors d'événements privés. Et c'est un récit de Nanit Talané. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Pendant leur formation, les futurs Pères Noël apprennent notamment en quoi consiste leur rôle et leur mission. Notre mission, la mission du Père Noël, est d'apporter la paix, l'amour, le bonheur, l'affection, la tendresse, les câlins, quel que soit le gouvernement que nous avons. Les cours pour devenir Père Noël comprennent principalement l'interprétation, l'improvisation, la musique, le travail corporel, le maquillage et les costumes, ainsi que des séances dans un atelier de jouets. Les Pères Noël en formation prennent à cœur leur mission d'aider les enfants à s'épanouir. Un bon Père Noël apporte toujours de la joie et de l'espoir aux enfants. Nous avons besoin d'un monde de paix et d'apporter la sérénité aux enfants, d'apporter la joie, d'apporter un message de paix aux enfants. Les Pères Noël animent entre autres les centres commerciaux, les événements d'entreprise, les écoles et les soirées privées, essentiellement pour le bonheur des enfants. Pour Paulo Roberto Santos, le bien-être des enfants doit être une priorité pour les autorités brésiliennes. J'espère que le président du Brésil fera ce qu'il y a de mieux pour notre peuple, en particulier pour les enfants, l'éducation et la santé. Les enfants sont ceux qui en ont le plus besoin en ce moment. Le Père Noël est le personnage le plus connu de Noël. On le voit souvent comme un homme costaud et joyeux avec une épaisse barbe blanche, vêtu de rouge et chaussé de bottes noires. C'est un homme gentil qui donne des cadeaux aux enfants sages le soir de Noël. Après environ 2 ans d'interruption en raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus,
les Pères Noël qui avaient disparu réapparaissent au grand bonheur des enfants. Un homme gentil et des cadeaux sages. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée et très bonne fête de Noël.